Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Tiemoko Meliette-Kone, le vice-président, est depuis hier lundi en tournée dans les pays de zone UEMOA. Le vice-président de Côte d'Ivoire était ce mardi à Lomé, au Togo et à Cotonou, au Bénin. Après avoir été à Dakar hier, il a été reçu par les présidents togolais et béninois. Le point de cette journée à suivre avec Jérôme Kofi Abola en début de journée. Le registre du commerce, ce document intégré aux formalités de création d'entreprise depuis 2018. Quelle est la procédure à suivre pour l'obtenir et quels sont les avantages, les changements apportés par le tribunal du commerce d'Abidjan le concernant? On en parle également dans cette édition dans le cadre du dossier Ecoplus. Et puis nous parlerons de cette innovation apportée à la question de l'orientation des élèves en classe de seconde qui entre en vigueur cette année, calquée sur le modèle de l'orientation en classe de 6e initié depuis 2018. Chaque parent peut désormais affecter son enfant dans son établissement de son choix à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le vice-président de Côte d'Ivoire a été ce mardi à Lomé au Togo et à Cotonou au Bénin après avoir été à Dakar hier. Une tournée qu'il a engagée dans les pays de la zone UEMOA qui ont pour institution financière la Banque centrale, les États de l'Afrique de l'Ouest. Tiemoko Meliette-Kone en était le gouverneur jusqu'à sa nomination au poste de vice-président le 19 avril dernier. Il était reçu par les présidents togolais et béninois. Jérôme Kofi Abola. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi dans 2 capitales des pays de la sous-région. Tiemoko Meliette-Kone s'est d'abord rendu à Lomé où il a été reçu par le président togolais Faure Gnassingbé. Il a ensuite mis le cap sur Cotonou, la capitale béninoise, pour échanger avec le président du Bénin, Patrice Talon. Ces visites respectives s'inscrivent dans le cadre d'une tournée dans les pays faisant partie de l'UEMOA, dont la BCEAO est la Banque centrale, institution qu'il a gouvernée avant sa nomination le 19 avril comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. 24 heures avant Cotonou et Lomé, le vice-président ivoirien était à Dakar, la capitale sénégalaise où il était résident en tant que gouverneur de la BCEAO. Une autre visite est prévue ce mercredi à Niamey, au Niger, où Tiemoko Meliette-Kone va rencontrer le président nigérien après avoir échangé successivement avec les présidents sénégalais, togolais et béninois. Et du côté de l'Assemblée nationale, les membres du réseau des parlementaires africains, membres des commissions défense et sécurité, ont eu des échanges ce mardi avec le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au nombre des sujets abordés, le renforcement des actions à engager pour une meilleure sécurité en Afrique. Le point de cette rencontre avec Konaté Moussa. L'insécurité dans les États africains demeure une réelle préoccupation pour le réseau des parlementaires africains des membres des commissions défense et sécurité, présente en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un séminaire. L'organisation parlementaire échange avec le président de l'Assemblée nationale par intérim. Nous sommes ici pour parler des modalités et du plan de travail qui a commencé depuis 6 mois, il y a de cela, à Abuja. L'objectif, c'est de venir ensemble et puis trouver des solutions viables aux problèmes épineux que représente l'insécurité pour nos populations africaines. S'unir pour une lutte efficace contre l'insécurité en Afrique. Cette volonté du REPAM-CDS est soutenue par le président de l'Assemblée nationale, par intérim. Adama Bictogo rassure de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour ma part, vous assurer donc de la disponibilité de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, de permettre donc au président de la Commission Défense-Sécurité de notre Assemblée de pouvoir prendre toutes les dispositions pour permettre à l'Assemblée de Côte d'Ivoire de jouer son rôle, de permettre au gouvernement et à notre président de la République, M. Alassane Ouattara, dont vous connaissez le leadership, de faire valoir une fois de plus son leadership pour pouvoir donc accompagner le réseau. Le réseau des parlementaires africains membres des commissions défense et sécurité a été créé depuis 2018 à Abidjan. Et les passations de charges dans les différents ministères qui se poursuivent depuis le réaménagement du gouvernement intervenu le 20 avril dernier. Thomas Camara, ex-ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a passé le flambeau à son successeur, Mamadou Sangafoua Coulibaly, représenté pour l'occasion parce que absent par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. C'était à l'immeuble Siam, au plateau. Jean-Luc Pango nous en parle. Un séjour court, dense et intense.
C'est ainsi que Thomas Camara a qualifié son passage à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Au moment de passer le témoin à son successeur, celui qui a passé un peu plus d'un an à la tête de ce ministère est revenu sur ses principaux acquis. Au niveau de l'énergie, la crise de l'électricité, la solution a été trouvée, elle a été mise en œuvre, elle fonctionne aujourd'hui. Au chapitre du pétrole, Dieu nous a fait grâce de faire une grosse découverte du gisement baleine, et qui est donc en train d'être mise en production. En l'absence de l'entrant, Mamadou Coulibaly Sangafowa, c'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, qui a reçu les documents relatifs à la passation des charges. Les défis sont énormes. Il nous faut donc continuer le travail abattu par le ministre Thomas Camara, car nous nous inscrivons dans la même vision, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara. Thomas Camara dit partir le cœur léger, avec le sentiment d'avoir bien accompli son devoir à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il a souhaité la même implication et le même dévouement de ses ex-collaborateurs auprès de son successeur, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Autre passation de charge, cette fois du côté du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Félix Anoblé et Emmanuel Essis-Esmel ont passé les documents relatifs à leurs anciennes charges de ministre à Souleymane Diarra-Souba, qui a désormais la charge de la gestion de ces différents portefeuilles. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Cette double passation des charges au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a été supervisé par le secrétariat général du gouvernement, représenté par Carmen Sioglo. Le premier à remettre les clés, c'est Félix Anoblé, précédemment en charge des PME. Il a fait le point de son action, mais a également partagé quelques perspectives avec une emphase sur la situation des tisserands. Je voudrais vous redonner vos artisans, mais cette fois-ci en faisant le plaidoyer spécifiquement sur le pain tissé, le développement donc, du secteur donc, des tisserands, parce que c'est un secteur pourvoyeur donc, de métiers. Après Félix Anoblé, rendez-vous chez Emmanuel Essis au ministère de la Promotion des investissements privés. Avant de passer le relais, Emmanuel Essis-Esmel a exposé les acquis, mais également les dossiers brûlants. Il s'agit principalement du programme Amorçage, qui est un projet de création de 66 PME, 340 TPE. Il s'agit de l'organisation d'un roadshow sur les opportunités d'investissement suite à l'Expo Dubaï 2020 à Dubaï. Et enfin, il s'agit de nos problématiques budgétaires qui ne sont pas encore réglées avec le ministère donc, du budget. Souleymane Diarra-Souba mesure l'ampleur des défis, mais adossé à son triple profil de banquier, d'acteur du secteur privé et de ministre de la République, assure qu'il agira avec détermination pour l'atteinte des objectifs. J'aurai comme boussole le plan national de développement 2021-2025 et comme guide au quotidien le projet de société du président de la République, Côte d'Ivoire solidaire, à savoir la transformation structurelle de notre économie à travers l'accélération de l'industrialisation, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Félix Anoblé, Emmanuel Essis-Esmel, même parcours, même destin. Après avoir été secrétaire d'État, les deux personnalités quittent le gouvernement après 4 années de bons et loyaux services à la nation. Le dossier Ecoplus de ce mardi ouvre une lucarne sur le registre du commerce. Le document, rappelons-le, est intégré aux formalités de création d'entreprise depuis 2018. Quelle est la procédure à suivre pour se faire établir le précieux document et quels sont les changements apportés par le tribunal du commerce d'Abidjan? Des questions qui ont suscité l'intérêt de notre reporter Lanciné Bakayoko. Cocody, centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Au 3e niveau de l'immeuble, une dizaine de personnes patientent dans la salle de réception. Quelques feuilles à la main, beaucoup de jeunes, mais aussi des femmes.
Charles attend son tour. Le problème actuel, c'est le registre de commerce. Bon, moi, ça me surprend qu'on a séparé le registre du commerce et le dépôt des autres dossiers. Sinon, auparavant, on déposait ça ensemble. Ce qui semble tracasser Charles, c'est en effet la procédure d'établissement du registre du commerce, pas tout à fait injustifiée, mais ça, c'était avant. Au pas de course, de bureau en bureau, Jean-Émile, lui, a pris juste une demi-heure pour établir son document. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Il y a un certain nombre de pièces à fournir pour qu'on puisse vous établir le registre de commerce. Corruption, lenteur, le registre du commerce, un document au centre de toutes les controverses. Depuis 2018, la procédure a été réformée avec la création du guichet unique de l'investissement, organe dont le rôle est de simplifier les formalités de création d'entreprises. Désormais, l'établissement du registre du commerce ne peut se faire en dehors de la procédure de création d'entreprise. Ici, sont centralisés tous les services impliqués. La sécurité sociale, la poste, les impôts et surtout le greffe chargé d'établir le précieux registre du commerce. Lorsque nous venons au CPC pour faire une création d'entreprise, je pense que les choses se sont améliorées parce que tout se passe en ligne maintenant. Lorsque vous saisissez bien le dossier, vous mettez tout en ligne, vous suivez bien le processus, ça ne dure pas. Le registre du commerce pour les nouveaux créateurs d'entreprises, c'est l'affaire de ces greffiers déployés au sein du guichet unique. Ils dépendent du tribunal de commerce d'Abidjan. Les yeux rivés sur leur ordinateur, les greffiers vérifient tout, s'assurent de l'authenticité des documents avant de les transmettre au greffier en chef pour signature. Quand les dossiers arrivent, on clique sur un dossier, on verrouille le dossier, on fait les vérifications. Quand le dossier est verrouillé, on lance automatiquement pour une recherche pour voir si le dossier n'a pas de numéro d'immatriculation. Quand c'est non, on cherche, ça génère automatiquement un numéro. Et quand le numéro est généré, on valide. Malgré ces efforts, il reste que de nombreux promoteurs continuent de se plaindre des retards et des difficultés d'obtention du registre du commerce. Au CPC, nous avons un bureau qui est le bureau de réclamation, où vous pouvez venir poser vos réclamations pour dire « je n'ai pas reçu le registre de commerce, j'ai tel problème » et automatiquement, nous allons vous renseigner. En ce qui concerne la création d'entreprises, le registre du commerce est enregistré directement au guichet unique d'investissement. Quant aux modifications des statuts et autres authentifications, elles sont adressées au siège du tribunal de commerce. C'est exactement ce que Massorona Bamba, commerçante, est venue faire cet après-midi. J'ai déposé que le jeudi, on m'avait demandé de passer lundi récupérer, mais je n'avais pas assez de temps. Donc aujourd'hui, je suis venue, c'est prêt. Déjà investi dans le digital et au plus près des attentes des entrepreneurs, le greffe du tribunal de commerce accueille chaque jour des dizaines d'usagers. Nous avons en charge de recevoir les modifications des registres de commerce. C'est-à-dire quoi? Au cours de la vie sociale de l'entreprise créée, il peut arriver des changements de dénomination, de nom commercial, de sigle. Alors, en ce moment, ils viennent au sein du tribunal de commerce et nous procédons à cette modification. Des usagers qui apprécient cette célérité et cette efficacité dans le traitement des dossiers. Bon, nous sommes venus pour les modifications des statuts, extension d'activité de notre entreprise. On ne maîtrisait pas encore bien le système. Mais c'est maintenant, la semaine passée, que tout a commencé à accélérer. Les agents sur place m'ont beaucoup aidé. Mamadou Sissé est le greffier en chef du tribunal de commerce d'Abidjan. Cheville ouvrière du registre du commerce, l'administrateur a saisi le formidable potentiel que représente la signature électronique pour améliorer ses services. La signature électronique permet l'économie des parapheurs. En plus, c'est un gage de sécurité du document parce qu'il y a une traçabilité. Il y a un code, il y a un numéro pour le signataire et il y a un code d'identification pour les administrations qui pourraient l'utiliser. Normalement, tout cela doit s'obtenir auprès de la RTCI. Les résultats sont impressionnants. Par jour, nous avons quelques 300 demandes au registre de commerce. Donc, si vous prenez ça sur le mois ou sur l'année, on se retrouve avec environ 37 000 demandes de formalité au registre de commerce. Elle,
C'est la présidente du tribunal de commerce d'Abidjan. Les spéculations financières liées au coût du registre du commerce, elle les met au compte d'individus véreux. Les prix sont connus, ça varie entre 15 000 et 17 000. Et lorsque j'entends dire qu'en ville, qu'il y a des montants qui vont au-delà de ça, on me parle même parfois de 100 000, 200 000 francs, j'avoue que je tombe des nues parce qu'ici tout est informatisé, tout est dématérialisé, tout est su. Le registre du commerce est également un indicateur déterminant pour évaluer le niveau des investissements nouveaux. Aujourd'hui, en la matière, la Côte d'Ivoire donne l'allure d'un marché grouillant. Registre du commerce à l'heure de la dématérialisation, sujet signé Lanciné Bakayoko. Parlons à présent de cette innovation apportée à la question de l'orientation des élèves en classe de seconde qui rentre en vigueur cette année, à calquer sur le modèle de l'orientation en classe de 6e. Initié depuis 2018, chaque parent peut désormais affecter son enfant dans un établissement de son choix à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. La procédure sera la même, envoyer les lettres DOB au 9991 puis suivre les instructions. Coût du SMS, 200 francs CFA. Sephora Zegui nous en parle. Après les classes de 6e, il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de seconde. À partir d'un téléphone mobile, il suffit d'envoyer DOB par SMS au 99 91 et l'opération est effectuée. Pour les 6e d'abord, c'est juste une affectation. Pour les secondes, c'est deux opérations en une. Vous faites l'orientation de votre enfant qui consiste à lui donner une série et l'affectation qui consiste à lui attribuer un établissement. La direction des bourses et de l'orientation a introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Elle invite les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. On est en train de mettre en place une vidéothèque pour que les parents puissent voir d'abord l'établissement avant de faire le choix. Le système est configuré pour faire affecter 500 élèves à la seconde. Si vous prenez une minute, ça fait 500 fois 60, ça fait 3000 élèves. 30 000 élèves qui sont affectés en une minute. Ou si vous prenez un établissement qui n'offre que 150 places, en 10 secondes, il n'y a plus de capacité d'accueil. C'est pour ça qu'on demande aux parents de veiller. C'est pour ça que nous avons mis en place la séquentialisation, de sorte à réduire l'effectif au démarrage. On augmente au fur et à mesure jusqu'au 3e jour pour que tout le monde puisse être autorisé à s'affecter. Après les résultats de l'entrée en 6e, le BPC on peut établir un calendrier fiable. Pour la phase expérimentale de l'orientation et de l'affectation en seconde, le projet va démarrer dans les draines Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Adjamé et Bingerville, ensuite à Aboisseau, Yamoussoukro, Soubré et Korogo. Les établissements d'excellence tels que le lycée Sainte-Marie, le lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam, entre autres, seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès telles que le genre, l'âge, le total des points et la nationalité. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 26 avril 2022 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 1121 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 6 guéris et 0 décès. À la date du 26 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 909 cas confirmés, donc 81 079 personnes guéries, 799 décès et 22 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 497 187 le 25 avril. 14 547 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 281 341 doses du 1er mars 2021 au 25 avril 2022. Il faut exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. C'est autour de ce thème que la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée dans la commune de Dabou. Selon des chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'on est passé de 3 222 décès dus au paludisme en 2017 à 1 641 décès en 2019. Les autorités sanitaires et leurs partenaires s'engagent à poursuivre leurs interventions pour l'éradication de la maladie d'ici à 2030. Jean-Marc Djadji. Le district sanitaire de Dabou, mobilisé pour la 15e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est à travers des messages de sensibilisation que le personnel soignant du département de Dabou
et de la région des Grands Ponts montre sa détermination à réduire la mortalité liée à cette pathologie. L'incidence du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans est passée de plus de 200% en 2016 à plus de 400% en 2020. Face à cette situation, les agences des systèmes des Nations Unies soutiennent depuis 2017 l'État de Côte d'Ivoire à travers l'initiative présidentielle américaine PMI et le projet Stop Djekwadjo. Le thème retenu cette année est « Exploiter l'innovation pour réduire le fardeau du paludisme et sauver des vies ». Et ce thème s'aligne sur l'appel de l'OMS à intensifier d'urgence l'innovation et le déploiement de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme. À ce jour, les enquêtes du ministère de la Santé montrent une progression des performances des agents de santé de plus de 90%. Des acteurs du district sanitaire de Dabou ont été récompensés pour leurs actions. Un espoir dans la lutte contre le paludisme. Le test de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme, simple. La prévention chez les femmes enceintes sont gratuits dans toutes les formations sanitaires de notre pays. De plus, les enfants de moins de 5 ans, résidant dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé et dans les villages enclavés sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaire formés à cet effet. En 2021, les campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme ont été mises en œuvre et ont permis de protéger plus de 11 millions d'enfants dans le pays. Un reportage de Jean-Marc Djadjié dans le fil de l'actualité. Sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, dans le cadre du projet La Ronde Sociale, a reçu à l'école de police les agents de la dite école pour les sensibiliser à s'approprier les nouveaux produits de sécurité sociale, notamment la retraite complémentaire. Ce nouveau régime de retraite a pour but de permettre aux agents de la police de bénéficier d'une retraite paisible. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et toujours dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte donc à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le jeudi 28 avril 2022, le lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. En ce mois de Ramadan, mois de pénitence, mais également de partage, l'on enregistre des gestes de solidarité et surtout de communion fraternelle, comme cette rupture de jeûne collective sur initiative du départemental RHDP de Grand Bassam. Amidou Sanogo, communauté musulmane et chrétienne, se sont retrouvés pour l'occasion, présents à ce moment de rupture collective, le président du CESEC, Aka Wile. Reportage. Une rupture collective de jeûne marquée par une prière. Une soirée de partage, comme le recommande l'islam, les membres de la communauté musulmane et chrétienne, délégation du COSIM, militants du RHDP, ont pris part à cette rencontre de partage et du vivre ensemble. Comme le dit le Coran, le mois de Carême est un mois de partage. Pour un temps soit peu partager le peu que nous avons avec nos militants, au-delà, avec nos amis, même qui ne sont pas musulmans et qui ne sont même pas du RHDP. Pour le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'occasion est belle pour se rapprocher davantage afin de maintenir la paix et la cohésion sociale. Cette rupture collective a été également une occasion de rendre hommage à des responsables politiques au niveau du Conseil, au niveau du Sud Comoué, particulièrement à Amidou Sanogo et à d'autres, à votre serviteur, mais également aux plus hauts responsables de notre parti, le RHDP. Je veux parler de Gilbert Kone Kafana ainsi que de Adama Biktogo. Mais tout le monde a tenu également à prier pour qu'il y ait une forte cohésion sociale au niveau de la région. Des prières de bénédiction pour le président de la République et pour le directoire du RHDP ont mis fin à cette rupture collective de jeunes. Dans le même registre de rupture collective de jeunes en ce mois de Ramadan pour les cas du Bonkani et du Gontougo, une initiative de la ministre du Plan du Développement, Niale Kaba, pour consolider les liens de fraternité. C'était à son domicile dans la commune de Cocody. Reportage. Rupture collective du jeune, des élus et cadres du Bonkani et du Gontougo dans un esprit de partage et de convivialité, en présence du ministre du Plan et du Développement et du ministre-gouverneur du district du Zanzan. Cette initiative, devenue presque une tradition,
réjouit les fils des deux régions. Que cette bonne ambiance que nous avons vue dans la communion et la fraternité puisse descendre dans nos esprits et nos cœurs afin que nous soyons unis pour pouvoir évoluer ensemble, non seulement spirituellement, et attirer beaucoup de faveurs sur le plan du développement pour nos deux régions. Le geste qu'elle a posé va aussi dans le sens de ce que le chef de l'État veut. Il a dit solidarité, proximité. Et nous étions ensemble ici, c'est la proximité. Nous avons partagé, c'est la solidarité. La ministre du Plan et du Développement, initiatrice de cette rupture collective, a fait remarquer l'importance de ce type de rencontre qui renforce la fraternité. Elle exhorte à l'unité et à la cohésion des fils du district du Zanzan. C'était une cérémonie conviviale, c'était l'esprit. Nous avons apprécié et je voudrais souhaiter que chaque année, à l'occasion donc de ce mois béni de Ramadan, on puisse davantage reprendre cette fraternité, se retrouver à nouveau et faire en sorte que ce soit une occasion de rapprocher davantage les élus et cadres de nos districts. Prières pour le président de la République, le gouvernement et pour toute la nation ont aussi meublé ce moment. Voilà, des moments de rupture de jeunes collectifs suivis pour vous par Jean-Marc Djadji. À Zouinoula, les militants du parti du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement amorcées dans leur département. Moment de reconnaissance aux pionniers du parti dans la localité et de remobilisation pour les futures batailles électorales. Cérémonie parrainée par le maire de Bonon, Yacouba Koné. Théodore Zouzou et Didier Nguessan nous en parlent. Zouinoula, le département tout entier laisse voir avec fierté tout ce qu'il a obtenu en termes d'infrastructures socio-économiques et dans un élan de reconnaissance à l'endroit de ses acquis dans cette partie de la région de la Maraoué, les militants du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, RHDP, rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Une journée de reconnaissance en vaut la peine quand on regarde la longue marche des luttes de son excellence le président de la République, d'abord président du RDR et ensuite aujourd'hui président du RHDP. Grâce aux actions de développement du président de la République, aujourd'hui Zouinoula a un taux de couverture en électricité de près de 90%. Donc nous ne faisons que remercier le président de la République. Le bilan des activités du parti a été dressé avec en perspective la participation du RHDP aux futures échéances électorales. Les militants sont invités à œuvrer pour la défense et l'illustration du RHDP, comme ces 200 militants honorés pour le rôle qu'ils jouent dans le parti et leur contribution à positionner le RHDP dans la région de la Maraoué. Les militants ont eu raison de choisir Alassane Ouattara parce qu'aujourd'hui, toutes les voies reliant les départements de la Maraoué sont en train d'être bitumées. Les collègues de proximité sont partout et venir rendre hommage et saluer leur engagement pour qu'on arrive justement à ce développement. Alors ce développement amorcé par le président de la République, nous ne pouvons que le soutenir. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la population de la Maraoué en général et particulièrement la population de Zouinoula. Et aussi dire merci à nos militants qui depuis les premières heures ont trop tôt eu raison qu'il fallait Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Le défi pour les militants de Zouinoula est de conserver leurs acquis pour une victoire lors des sénatoriales, mais encore gagner les municipales, les législatives et les régionales pour lesquelles ils sont déjà mobilisés. Et dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en mission de paix à Moscou, en Russie, où il est arrivé aujourd'hui. Il se rendra jeudi prochain à Kiev lors de sa rencontre avec Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et plaidé pour l'instauration d'un couloir humanitaire pour l'évacuation de civils. Il propose pour cela la création d'un groupe de contact réunissant la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies. Proposition acceptée par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, se dit disposer à une résolution diplomatique de la crise. Au moment de cette rencontre à Moscou, plus loin en Allemagne, les États-Unis et 40 pays alliés se sont réunis et ont décidé de fournir plus d'armes à l'Ukraine. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.